La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Pour le Québec, la relation avec la France est vitale. Pour des raisons historiques, culturelles et naturellement politiques, il ne peut la négliger sans négliger ses propres intérêts. Depuis les années 60 et la Révolution tranquille, elle a d'ailleurs été au cœur de sa politique internationale. Sans surprise, des souverainistes y ont prêté une attention très particulière. Ils comptaient sur la France pour accompagner le Québec le jour où il ferait enfin le choix de son indépendance, ce qui tarde. Au fil des ans, la relation a évolué et a permis aux deux sociétés de s'interpénétrer, comme on le voit dans le domaine de la culture ou des échanges étudiants. On la sent néanmoins moins intense et à tout le moins dans sa dimension politique. Qu'en est-il aujourd'hui de la relation France-Québec? Pour en parler, je reçois Louise Baudouin qui se passe de présentation et qui depuis au moins 30 ans a porté la relation France-Québec à bout de bras, à tout le moins chez les souverainistes. Louise Baudouin, bonjour. Bonjour. Alors, une première question toute simple, presque biographique avant d'entrer dans les autres, mais vous avez été l'incarnation de la politique internationale, à tout le moins franco-québécoise, pendant plusieurs décennies. D'où vient cette passion française chez vous, si je peux me permettre cette question première? Oui, moi, je suis née à Québec, et j'étais dans une famille qui s'intéressait beaucoup à la France. Et chez nous, les chansons qu'on écoutait en famille, c'était des chansons québécoises. Les livres qu'on lisait, c'était des livres français. Les revues qu'on recevait, la revue des Deux Mondes, d'Historia, mon père lisait ça. Et moi, je me suis intéressée ensuite, bien sûr, au Nouvel Observateur ou au Point et à l'Express. Mais c'est de là, de ma tendre enfance, finalement, parce qu'on avait des discussions. Et mes parents avaient été, en 1937, je crois, faire leur voyage de noces en France, qui était quand même assez rare à l'époque. Et puis, il y avait cette atmosphère là, dans laquelle je baignais et puis qui m'a amené à m'intéresser et à aimer la France surtout. Et à partir du moment où vous avez un début d'engagement nationaliste ou souverainiste tout à la fois, est-ce qu'il se pense immédiatement sous le signe sous le signe de la coopération France-Québec, c'est-à-dire nous devons intéresser la France à notre cause, je contribuerai, vous êtes peut-être dit, à faire en sorte que la France nous accompagne dans notre cause. Est-ce que c'est les deux, cette passion et l'engagement souverainiste chez vous se croisent très rapidement? Oui. D'ailleurs, je dois dire que quand le général de Gaulle est venu, j'étais en vacances en famille tout près de Rivière-du-Loup, à Notre-Dame-du-Portage, où on avait une maison. Mais là, j'ai été comme éblouie par ce qui se disait et ce qui se passait à Montréal en particulier, mais quand même tout au long du chemin du Roi. Et puis, j'avais 20 ans, quoi, et je partais étudier, 22 ans peut-être, je partais étudier en France cet automne-là, suite à un bac en histoire à l'université Laval. Et je m'en allais donc étudier en France à Sciences Po. Et puis, alors tout ça, c'est en effet entremêlé. Puis quand j'ai étudié en France, c'est sûr que là, j'étais de plus en plus impliquée. Et je me suis dit, puis dès que M. Lévesque a fondé le Parti québécois, alors que j'étais à Paris, mais je suis revenue à l'automne 69, et puis dès l'année 70, j'ai commencé à m'impliquer dans cette perspective-là pour convaincre d'abord M. Lévesque qu'il n'y avait pas que les États-Unis, que la France nous serait beaucoup plus utile que les Américains après un éventuel référendum positif. Dans l'esprit de M. Lévesque, oui, on sait qu'il y avait chez lui une forme de sympathie spontanée, d'adhésion aux États-Unis. Est-ce qu'il se méfiait de ceux qui regardaient de l'autre côté de l'Atlantique? Non. Il se méfiait pas, et puis ça, il y a eu bien des idées là qui ont couru là-dessus, mais pas du tout. Mais c'est vrai que M. Lévesque avait pris une position très ferme en faveur de l'indépendance de l'Algérie, puis qui avait été persona non grata pratiquement sur le territoire français, mais au moment de la guerre d'Algérie. Et mais tout ça terminé, M. Lévesque, on a fait Bernard Landry, mon conjoint François Dorleau et moi, une première mission avec M. Lévesque en 72 en France, là où il a pu rencontrer déjà Mitterrand, Michel Rocard, enfin tous ceux qui auront à gauche comme à droite, d'ailleurs, parce que j'ai toujours fait très attention,
que je pensais personnellement de l'avenir de la France ou de ce que je souhaitais pour la France, bien évidemment de la gauche et la droite. Et M. Lévesque, à ce moment-là, en 72, il a compris, puis il l'a écrit d'ailleurs, parce qu'il était, comme vous, Mathieu, aujourd'hui, il était chroniqueur au Journal de Montréal, et puis il a tout raconté ça. Et là, ça a été une découverte, je dirais, très structurante pour le restant de sa vie et de sa vie politique, là, quand il pensait justement les choses en fonction des intérêts du Québec. Et bon, puis il faut dire que son discours à l'Economic Club à New York avait fait vraiment pas une grande impression, puis il en était très, très conscient. Puis bon, alors il s'est dit, oui, la France peut être un allié une alliée extraordinaire pour le Québec dans la perspective de l'indépendance. Et puis, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais eu aucun problème à le convaincre qu'on travaille en équipe, bien évidemment, à plusieurs là-dessus. Longtemps, et presque naturellement, quand on pense aux retrouvailles France-Québec dans les années 60, on pense au général de Gaulle, on pense à André Malraux aussi à la rigueur. Mais est-ce que la sympathie pour le Québec était, au moment où vous commencez à embrasser cette cause-là, où vous commencez à construire la relation France-Québec, est-ce que c'est encore une obsession gaulliste ou c'est présent dans plusieurs courants politiques, plusieurs courants de pensée, et à partir de pour quelles raisons chacun d'entre eux s'intéresse-t-il à nous d'une manière ou de l'autre? Ouais. Alors, les raisons pouvaient être assez différentes. D'abord, il faut dire que les gaullistes ont été très fidèles. Bon, on peut pas... Là, aujourd'hui, il y en a plus. Je veux dire, le dernier aurait pu être François Fillon, quand même. Bon, Philippe Séguin est mort. Bon. Mais ce n'est pas dans, disons, les républicains actuels, sauf probablement une minorité de gens qui se définissent encore comme gaullistes et que ça fait partie de l'héritage. Ça c'est clair. Ça l'a toujours été. Alors, ils étaient le pilier, quand même, les gaullistes, à l'intérieur de la droite, étaient vraiment les piliers de cette relation France-Québec et de cet appui au Québec. Mais il faut bien dire qu'en 77, c'est quand même Valéry Giscard d'Estaing qui a eu la formule la plus intéressante pour les indépendantistes quand il a dit, justement, quel que soit le choix des Québécois, la France accompagnera le Québec dans ce choix. Alors, ça nous laissait tout l'espace que l'on désirait. Alors, Valéry Giscard d'Estaing, c'était un homme du centre, comme Jean-Pierre Raffarin, et comme mon ami Pierre-André Wilder aussi. Qui sont tous sympathiques à la cause du Québec. Voilà. Alors, donc, de la droite au centre, ça s'est fait, des gaullistes, disons, au centre, ça s'est fait relativement facilement que ce transfert. Et puis donc, il y avait à droite des centristes et des gaullistes qui nous appuyaient. Ils voyaient dans nous, dans une prolongation de la grandeur de la France, une cause qui, Bastier suggère, Frédéric Bastien, en relation particulière, il dit, pour eux, on est un enjeu pour marquer que celui qui aime la grandeur de la France doit dire à nouveau à sa manière, vive le Québec libre. Oui. Est-ce qu'il y avait un peu de ça à l'intérieur Oui, sûrement dans l'esprit de Giscard, en tout cas, qui avait quand même dit, il avait parlé de l'exercice solitaire du pouvoir, et puis il avait été très dur avec le général de Gaulle, tout de suite après 1967, et puis la fameuse visite du général ici. Alors oui, il y avait certainement de ça au centre, et à gauche, là, c'était plus compliqué, parce que il y avait plusieurs courants du Parti socialiste. Là, il y a à peu près plus de Parti socialiste, mais à l'époque, ça c'était en croissance, c'était en montée de puissance. La preuve, Mitterrand était quand même président pendant 14 ans. Alors, on a décidé de commencer par ce qui nous semblait le plus facile parmi les courants du PS pour ensuite, finalement, arriver au courant mitterrandien qui était le courant majoritaire et qui était le moins favorable, le moins disposé, disons, favorablement vis-à-vis des souverainistes québécois. Alors, Michel Rocard, disons, qui faisait partie, je dirais, de la droite du PS. Et Michel, lui, ce qui l'intéressait par rapport à ce qui se passait au Québec, c'était l'aspect laboratoire social. Il trouvait, lui, qui avait été autogestionnaire, qui avait fondé un petit parti qui s'appelait le PSU, avant d'intégrer le Parti socialiste, il trouvait qu'ici,
l'économie sociale et solidaire, donc les coopératives, toutes sortes de choses qui, intellectuellement, en tout cas, lui semblaient très prometteuses et pour l'avenir de la France, pour l'avenir du Québec. Alors lui, s'était intéressé, puis comme le PQ portait quand même beaucoup ces choses-là, s'est intéressé au Parti québécois, et puis il trouvait qu'au nom de l'autogestion, puis de l'autodétermination, justement, le Québec pouvait et devait être indépendant. Et à l'autre extrémité, il y avait Jean-Pierre Chevènement, qui lui aussi a formé, donc, suite à son départ, lui, du PS, le Mouvement pour les citoyens, là, le MDC, je crois que c'est ça. Mouvement des citoyens, oui. C'est ça. Alors lui, c'était un souverainiste, dans le fond, français. Et lui, il comprenait souveraineté du Québec, oui, puis il était spontanément, par rapport à la langue française aussi. Donc, il y avait tout un courant du PS qui se définissait, je dirais pas comme souverainiste comme Marine Le Pen, là, pas du tout. Non, bien sûr. Mais dans une vision quand même de l'Europe, des nations, et donc pas d'une Europe fédérale, qui arrivera jamais, là. Mais, alors, Jean-Pierre Chevènement et Michel Rocard, alors, eux, ils trouvaient ça très drôle parce qu'ils étaient toujours en dispute, je veux dire, extrême à l'intérieur du PS. Ce qui a été le plus difficile, ça a été du côté de Mitterrand. Oui, il y avait pas une grande réserve. Je crois qu'il qualifiait René Lévesque de paysan du Périgord, je ne me trompe pas. Parce que la première rencontre avait été un peu catastrophique parce que, M. Lévesque, nous, on l'aimait comme ça, là, puis on l'aimait d'amour comme ça. Mais Mitterrand, qui pourtant venait lui-même de Jarnac, en Charente-Maritime, là, son père était négociant de cognac. C'était quand même la bourgeoisie, régionale en France, d'un milieu catholique, de droite et tout. Mais M. Lévesque avait eu un geste. Il avait sa cigarette, en fait, sa cendre de cigarette avait failli tomber dans le café de François Mitterrand parce qu'il y avait eu un grand geste. Là, Mitterrand avait regardé, puis on avait senti qu'il n'y aurait pas d'atome crochu. Mais les réserves étaient plus profondes, je devine. Oui, disons que sur le plan humain, autant avec Michel Rocard, c'était spontané, c'était immédiat, avec Chevènement, avec plusieurs gaullistes aussi, mais déjà, ça partait mal. Et puis, les réserves étaient plus profondes. C'est que, dans le fond, François Mitterrand se disait, oui, je dirais, dans le fond, à la souveraineté culturelle. Ça, il croyait à ça. Il pensait que linguistiquement, culturellement, que le Québec rapatrie les pouvoirs en ces matières, puis que, mais il voyait pas la nécessité, c'est ça qu'il nous disait beaucoup, de la souveraineté politique. Ceci étant, quand M. Parizeau, Jean Royer et moi-même sommes allés à l'Élysée en 93, Jacques Parizeau est chef de l'opposition. Pierre Duchesne, d'ailleurs, le raconte très bien dans sa biographie de M. Parizeau. Il a quand même obtenu, M. Parizeau, de François Mitterrand, que si, parce que M. Parizeau lui a expliqué, on va prendre le pouvoir, on va faire un référendum, on va le gagner, et puis on va souhaiter, bien sûr, la reconnaissance internationale, qu'elle commence par la France, cette reconnaissance, et que la France entraîne un certain nombre de pays francophones dans cette reconnaissance. Et honnêtement, François Mitterrand, il n'a pas dit non. Au contraire, on a senti qu'on aurait cet appui de Mitterrand et on avait l'appui du ministre des Affaires étrangères parce qu'on était en période de cohabitation qui était Alain Juppé. Alors, vous avez évoqué le fait que et Rocard et Chevènement à gauche qui ne s'entendaient sur rien, s'entendaient sur le Québec. On pourrait dire qu'à droite, et Juppé et Séguin qui ne s'entendaient sur rien, s'entendaient sur le Québec. Est-ce qu'on peut dire que pendant un certain temps, qui est probablement dépassé, hélas, la question du Québec est un lieu de rassemblement, certainement pas intense, mais réel, de différents courants politiques français qui allaient au-delà de leur clivage idéologique de chez eux? Ouais, c'est très intéressant parce que oui, c'est arrivé comme ça, et si on avait gagné en 95, ça aurait été extrêmement utile que cette espèce de consensus politique de la droite et de la gauche par rapport à l'indépendance du Québec. Parce que ce que vous dites de Juppé et de Séguin, moi qui connaissais bien les deux, c'était une blague parce que Jean-Louis Debré, lui,
était à ce moment-là le président, je dirais, du caucus de ce qui était le RPR. Et puis il me l'avait dit, il m'a dit, je trouve ça stupéfiant que à la fois Juppé et Philippe Séguin portent avec une telle constance, puis une telle conviction, finalement, le dossier du Québec à l'intérieur du RPR. Alors, oui, c'était surprenant. Nous, c'était comme notre heure de gloire, tu sais, de dire de Chevènement à Rocard, de Juppé à Philippe Séguin, finalement, on a réussi à les convaincre. Disons qu'on a réussi à les convaincre dans certains cas, ils étaient déjà convaincus, franchement. Mais comment alors c'est une question que plusieurs se posent, c'est-à-dire on peut comprendre, il y a le Vive le Québec libre, il y a les rencontres entre les premiers ministres, entre les chefs de parti, mais la construction d'un appui politique pour le Québec en France, c'est quand même, je devine, un travail qui s'étale sur plusieurs années, peut-être même sur plusieurs décennies. Est-ce que, vous avez été au cœur de ce travail, il y avait, vous dites, une vraie réceptivité, c'est-à-dire quand vous arrivez avec la cause du Québec, on vous prend au sérieux, puis on vous dit, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est ça, ils nous disent, dans le fond... Et est-ce qu'ils vous demandent d'abord, êtes-vous sérieux? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la question qu'on pourrait nous poser. Oui, bien sûr, parce que là, disons qu'il y avait... le référendum de 80 n'avait pas encore eu lieu. Bon, puis après ça, celui de 95. Bon, une fois que les deux référendums ont eu lieu, puis que on a dit non 2 fois, ben là, comme vous dites, la première question, c'est êtes-vous sérieux? Parce que on avait pris comme des engagements. Oui, on va la faire, parce que pour eux... c'était important que cette détermination et que cette conviction qui était la nôtre, et puis que, parce qu'il y avait Lucien Bouchard à Ottawa à ce moment-là, Jacques Parizeau à Québec, et il y avait une réalité, là, on l'inventait pas, cette réalité-là, et d'ailleurs, l'ambassade de France à Ottawa et le consulat général de France à Québec racontaient la même chose que nous. Et la direction Amérique du Quai d'Orsay, la même chose aussi. Alors, on n'arrivait pas à contre-courant ou en essayant de convaincre des gens de quelque chose qui n'existait pas. Ce mouvement-là, il était très puissant, il était très fort, ce mouvement vers l'indépendance. Et puis, alors, ce qu'ils entendaient en France, puis d'ailleurs, Jacques Chirac l'a déjà dit en ma présence, alors que lui, il recevait Lucien Bouchard, qui a des Québécois qui lui avaient dit non, ça se fera jamais, et que lui avait répondu, Jacques Chirac, mais notre ambassade à Ottawa puis notre consulat général à Québec nous disent tous les deux, dans une belle unanimité, que oui, le référendum de 95 va être gagnant. Alors nous, on débarquait dans une conjoncture finalement qui nous était très favorable. On n'avait pas besoin de se battre très longtemps. On savait qui étaient nos adversaires. On les connaissait par cœur, là, et on pouvait les contourner très facilement. Alors, on était en terrain ami, et puis ce qu'ils nous demandaient, c'est justement comment ça va se passer concernant la relation la reconnaissance internationale, quels sont vos idées là-dessus, etc. Alors, on en était à se parler de stratégie, finalement, en ce qui concernait la reconnaissance internationale. Et je sais que M. Parizeau avait en tête, il l'a écrit d'ailleurs, que si les Français voulaient reconnaître dans un premier temps le Québec, les Américains, M. Parizeau croyait ça, moi je crois pas ça, là, mais bon. Les Américains se précipiteraient pour devancer les Français, pour pas laisser aux Français, dans leur arrière-cour, les Américains, cette influence française, dans le fond. Alors, le référendum de 1980 est un référendum globalement plus ou moins bien préparé, est un référendum presque une forme de suicide moral, c'est-à-dire on sait qu'on va perdre, mais on le fait quand même parce qu'on a promis de le tenir. Ouais. 95, c'est tout le contraire. C'est jamais le Québec n'aurait été aussi préparé à faire son indépendance. On peut penser au plan haut de Parizeau, au plan de transition financière, on peut penser à la préparation juridique, constitutionnelle, à la transition de l'État. C'était vraiment développé, et dans cette politique, justement, il y a aussi la préparation française. Ouais. Je suis toujours très curieux quand je regarde cette période. Jusqu'où avions-nous préparé? Jusqu'où les Français étaient-ils prêts à aller si les Québécois avaient voté oui? Je devine qu'il y a beaucoup de travail de préparation qui avait été fait. Donc, quel travail avait été fait? Et ensuite, qu'est-ce que les Français étaient prêts à faire, selon vous? Bon, alors, quel travail avait été fait? C'est que M. Parizeau, quand vous dites préparer, c'est préparer. M. Parizeau nous avait fait venir, il y en a qui s'occupaient des États-Unis, justement, puis, René Marleau, d'autres. Et puis, on était comme en équipe, là, et puis on avait des missions, là, et puis il fallait y aller, à nos frais, d'ailleurs, la plupart du temps.
À nos frais, fallait accepter ça. Moi, ça c'est pendant que vous êtes dans l'opposition. Oui, mais ça me semblait élémentaire. Moi, je disais oui. Et puis, Ça commence en quelle année environ, cette préparation? Ah, écoutez, moi, j'ai quitté Téléfilm, j'ai vu, ça doit être en 89-90. Je vous dirais en 90. Donc, 5 ans avant, à l'avance. Et là, il a fait un comité de relations internationales qui était mi-secret, mi-public, parce que quand même, ça a fini par se savoir. On se réunissait chez Yves Michaud, ça a fini par se savoir. Mais il y avait un autre comité plus formel du parti, etc. Mais là, on s'était divisé, si je peux dire, la planète. Et puis parce qu'il y en a qui croyaient, puis ça me semblait intéressant, que ça valait la peine de faire un petit effort du côté de l'Amérique latine. Hein? Bon. Et puis, bien sûr, donc, les États-Unis étaient un gros morceau. Puis l'autre gros morceau, c'était la France et la francophonie. Alors, moi, j'avais le bilatéral franco-québécois dans ma ligne de mire. Et puis, j'y allais, puis je prenais des rendez-vous. Puis, les gens me les accordaient. Les rendez-vous que je demandais, pour les raisons que je vous dis, parce que il y avait tout un travail qui avait déjà été fait, bien sûr. Et puis, moi, j'avais été délégué général du Québec en France pendant 2 ans. Je connaissais tout le monde, très franchement, là, de gauche comme de droite. Alors, ça aide. Vous l'avez vu, on a été ensemble. Oui, bien sûr. Lorsque vous avez reçu un nouveau grade dans la Légion d'honneur, non, vous avez remis personnellement par François Hollande à l'Élysée, ce qui était quand même assez singulier, en février de cette année, février 2017. C'est ça. Mais vous connaissez tout le monde, effectivement, donc vous êtes capable d'organiser les rencontres nécessaires avec un temps, avec l'autre. Oui. Vous faites ça sur 5 ans. Oui. Et quand Parizeau prend le pouvoir en 94, là, il y a un effet d'accélération, je devine. Que veut dire cette accélération dans les circonstances? Ben là, vous savez, M. Parizeau, il y avait dans la question que plusieurs ont trouvé longue un peu, mais quand même, c'était une entente avec l'ADQ puis avec le Bloc. Hein. C'était important, ça, d'élargir nos appuis, parce que le Parti québécois seul, ça aurait été plus difficile. Alors donc, et là, il était dit que dans le fond, il y aurait une négociation, de bonne foi avec le gouvernement canadien pendant 1 an. Si, au bout d'1 année, il n'y avait pas d'entente, ben là, il y aurait une déclaration unilatérale. Hein. Dans le fond, c'était ça. Et ce dont on voulait s'assurer, c'est de 2 choses, dans le fond. C'est qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une déclaration de la France le soir même en disant que la France prenait acte de ce qui venait de se passer au Québec et répétant donc que la France accompagnerait le Québec tout au long de ce chemin qui le mènerait à l'indépendance, soit par la négociation donc avec le Canada ou soit une déclaration unilatérale. Bon, alors nous, les garanties qu'on avait eues, c'était grosso modo ça. Mais je dois vous dire que Bernard Dorin, qui était un des ambassadeurs de France... Qui a publié ses mémoires d'ailleurs au Québec même, chez Stanquet. Voilà. Et Bernard Dorin, qui était un très, très grand ami à moi, il a été ambassadeur à Londres, il a été ambassadeur au Japon, il a fait une très, très grande carrière et c'était un des appuis au Québec extraordinaire, mais il a écrit dans un livre collectif après le référendum de 95 qu'il y a eu malgré tout un lâche soulagement en France. Oui. Ouais, parce que lui était directeur Amérique, je vous le dis, là, il a fait une très grande carrière internationale, et puis bon. Mais ce qu'il a senti, c'est qu'au-delà du premier cercle des convaincus, Philippe Séguin, lui, les autres, là, bon, qui Jean-Louis Debré, bon, il y en avait plein, puis à gauche, Michel Rocard, puis Chevènement, tout ce monde-là, au-delà du premier cercle, c'était oui, mais comme a écrit Bernard, il l'a écrit. Finalement, il dit qu'il a constaté que c'était un lâche soulagement. Et vous savez que le lâche soulagement, ça veut dire quelque chose en France. Hein? C'est une expression qui avait été utilisée, je sais pas, au moment de Chamberlain, et puis quand à Munich, et puis bon, quand les grandes puissances, bon, on pensait qu'Hitler serait un gentil garçon, puis qu'il irait pas au-delà de la Tchécoslovaquie, en fait, etc. Le lâche soulagement, c'est une phrase très lourde de sens en France, et lui prétend que, dans le fond, ça a été ça. Alors, qu'est-ce qui serait arrivé dans les Vous, est-ce que vous aviez confiance à ce moment-là? Oui, moi j'avais... Selon vous, à ce moment-là, si les Québécois se décident... Ils n'auraient pas eu le choix. Ils avaient pris trop d'engagement. La parole de la France, coudonc, ça devrait...
ça devrait, en tout cas, ça aurait dû signifier quelque chose. Et moi, personnellement, je crois que même si ça n'avait pas été de bon cœur ou avec enthousiasme ou avec quoi que ce soit, il se serait senti... Et c'était ça que j'avais compris de Mitterrand aussi, que c'était pas... ce qu'il souhaitait nécessairement, mais que si ça arrivait, la responsabilité de la France, c'était celle-là. Alors même Mitterrand nous disait ça. Alors ils auraient, je pense, fait ce qu'il nous avait dit. Il nous reste 3 ou 4 minutes avant la pause. Petite question néanmoins, dans cet esprit, on souhaite que la France accompagne très rapidement. Est-ce qu'on souhaite d'autres choses de la France à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce que qu'elle soit active sur le front de la francophonie, qu'elle soit active sur le front européen? Qu'est-ce qu'on espère de la France en 95? Et en fait, de quoi avez-vous cherché à convaincre les quoi vous cherchez à convaincre les Français finalement? Mais sur la francophonie, il faut dire 2 choses. D'abord, on était présent en francophonie. C'était la beauté de l'affaire parce qu'on est gouvernement participant. Puis dans les fêtes, je vous le dis très franchement, j'ai représenté le Québec là, quand j'étais ministre des Relations internationales, très souvent dans des sommets francophones, etc. On est un participant comme les autres. Ouais. La seule chose, c'est qu'on est assis à côté du Canada. C'était Jean Chrétien à l'époque. Et c'est écrit Québec-Canada, puis Canada. Puis bon, il y a Canada, Nouveau-Brunswick, mais ils disent pas grand-chose. Alors, donc, on était là pour faire notre propre job, finalement, mais c'est sûr qu'avec l'appui de la France, ça facilitait quand même les entrées. Sur le plan européen, ça devait être plus complexe. Alors, plus complexe. Puis Michel Rocard avait dit, dans une conférence de presse avec Lucien Bouchard, qui s'arrachait les cheveux, qu'il fallait qu'on convainque un certain nombre de pays européens. Oui, on se disait lesquels, là? C'est quoi, là? Le Danemark, la Norvège, en disant la Norvège, mais oui, vous autres aussi, vous êtes devenus indépendants en 1905 de la Suède, et puis donc, vous allez comprendre ce qu'on fait. Non. Moi, je baissais les bras, là, parce que je voyais pas comment on y arriverait. Bon, alors, mais à l'intérieur de l'Internationale socialiste, où il y avait quand même plusieurs partis sociaux-démocrates, alors, il y avait quelques manières de se manifester, mais on pouvait pas imaginer que en dehors de la France, et moi, je disais toujours à Michel Rocard, écoute bien, là, l'Allemagne, elle a appuyé l'indépendance, c'était de la Slovénie ou de la Croatie. Et de la Croatie. Puis elle n'a pas demandé la permission à la France ni à personne. Vous ferez la même chose. Merci beaucoup. Mais vous sentiez, quand vous parliez aux autres leaders européens, il y avait une réceptivité minimale ou non. Pas du tout? Non. À part la communauté française de Belgique, les Flamands aussi, d'ailleurs, parce que M. Lévesque disait souvent, faut pas oublier les Flamands, là, ils ont vécu, en tout cas, des choses qui ressemblent aux nôtres. Et puis, bon, les Catalans, puis usual suspects, là, je dis, mais des pays, imaginez-vous que l'Espagne, et puis le Royaume de Belgique, et puis bon, non! Et puis les autres petits pays nordiques, qui, paraît-il, nous ressemblent beaucoup, je n'ai jamais senti aucune sympathie. Alors, Louise Baudouin, nous allons passer à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour poursuivre ce parcours et cette réflexion sur la relation France-Québec dans le cadre d'une perspective nationale. Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées pour cet entretien avec Louise Baudouin sur la relation France-Québec. Dans la première partie, nous avons parlé essentiellement de la construction de l'appui souverainiste en France jusqu'au référendum de 1995. Louise Baudouin, la question que j'aimerais vous poser maintenant, qui est une question assez difficile en fait, c'est quelle relation après la défaite? C'est-à-dire, tant que nous sommes une vieille et jeune, tout à la fois nation française qui cherche à obtenir son indépendance et qui a pas encore raté son coup, qui est portée par des leaders impressionnants, qui semble avoir le vent de l'histoire avec elle. Tant qu'on a ça, construire la relation France-Québec, c'est une chose. Après la première défaite, à la rigueur, 80, bon, on peut se dire que c'est une défaite qui était, le référendum était fait pour être perdu. 95, c'est pas le cas. Comment maintenir et conserver, entretenir, faire vivre la relation France-Québec après la défaite? Je devine qu'elle se normalise à l'extérieur des seuls paramètres politiques, mais néanmoins les souverainistes veulent dire que ça se peut qu'on revienne une troisième fois, oubliez-nous pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez, à ce moment-là, vous êtes la principale figure, à ce moment-là, pas une des, mais la principale figure de la relation France-Québec à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment?
Il faut dire qu'on était bien déprimés nous-mêmes, là. Alors, on pouvait pas vraiment remonter le moral de personne, de quiconque. Je me souviens que Philippe Séguin m'a dit qu'il avait été à la délégation, parce qu'il y a eu une soirée référendaire à la délégation générale. Et puis, il m'a dit, mais eux comprenaient pas, là, c'est parti des îles de la Madeleine, là, ça allait bien, puis plus ça remontait, plus ça s'en venait, puis arrivé à Montréal, là, ça allait plus du tout. Et je me souviens qu'il m'a dit qu'ils sont partis, ils ont quitté la délégation extrêmement déçus, tristes et peinés. Comment ils comprenaient la défaite, si je peux me permettre? Ils comprenaient la défaite dans le fond, beaucoup avec ce que M. Parizeau en a dit le soir même. D'accord. Donc, il ne le disait pas dans les mêmes mots, mais ils en faisaient la même lecture. Oui. Et une lecture démographique, une lecture sociologique, je veux dire, Et alors après ça, en effet, la seule chose pour maintenir l'intérêt politique, c'était de faire des choses, des alliances avec la France importantes. Par exemple, sur la diversité linguistique et culturelle qui nous a menés à la Convention de l'UNESCO, puis qui demeure encore extrêmement pertinent puisque la culture à l'ère du numérique, là, c'est un enjeu qui est fondamental si on veut continuer à créer en français au Québec et non seulement à vivre en français, mais à créer en français. Il est sûr que la France demeure notre principal partenaire. Et ça donne que sur ces questions-là, d'exception culturelle, et puis la France est en avant de la parade, là. La France est là dans les leaders, si vous voulez, internationaux sur ces questions-là. Alors nous, on est un partenaire crédible à ce moment-là, un partenaire, vous connaissez Christophe Tardieu mieux que moi du CNC, il voit bien. Les Français voient bien, les Français qui gèrent des institutions, mais les Français en général, voient bien que le Québec peut être pour eux plus que certains pays européens là qui freinent des cas de fer quand on parle de taxer justement les entreprises numériques, quand on parle de créer en français sur des plateformes. Alors je crois que ça, sur les changements climatiques, en tout cas, il y a bien des ententes France-Québec qui maintiennent parce que faut que ça repose sur quelque chose de concret que cette entente, cette alliance, disons, France-Québec. Sur la question politique, très franchement, j'ai pas rencontré beaucoup de Français après le référendum qui nous a dit vous allez avoir une troisième chance, lâchez pas, etc. Non, c'était autre chose. Ah oui, et cette autre chose, c'était quoi? C'était l'idée, c'est fini? Oui, c'est fini. Vous avez bien essayé, mais c'est terminé, passez à autre chose désormais. Ouais, il osait pas dire passer à autre chose désormais, mais il disait faisons autre chose ensemble pour être sûr qu'on maintient un peu ce qu'Édouard Philippe a dit à Philippe Couillard. C'est pas inintéressant. Il a dit notre relation est tellement profonde puis tellement utile à nos deux peuples que quoi qu'il arrive, dans le fond, ça a été sa formule à lui. Alors, je pense qu'il faut poursuivre. Moi, ma crainte, c'est bien plus que les Québécois se détournent de la France. Oui, bien sûr, on va y arriver. Oui. Alors, sur le plan politique, du nationalisme québécois, du souverainisme québécois, peut-être que ce serait remobilisable éventuellement, je dis pas le contraire, mais ce serait une autre génération et sincèrement, celle-là, je la connais très peu. Alors, vous venez tout juste de l'évoquer. On a beaucoup parlé depuis le début de l'émission du rapport de la France au Québec, comment construire cette alliance à l'avantage du mouvement national québécois d'une manière ou de l'autre. Mais le rapport des Québécois à la France, c'est une question tout aussi importante. C'est-à-dire, longtemps pour nous, ce fut la mère patrie. On a voulu un jour que ce soit un partenaire, d'égal à égal, ainsi de suite. Et quelquefois, on a l'impression qu'aujourd'hui, les Québécois, non seulement se détournent de la France, mais la regardent de haut, quelquefois. On se dit, nous, on est les vrais modernes, nous, on est les Américains, nous, on parle français, on parle anglais sans accent, nous, on est une société plus libre, les Français émigrent en Amérique et viennent chez nous. Et j'ai l'impression, mais peut-être me corrigerez-vous, que la passion française des Québécois tend à s'atténuer. Au point même où, quelquefois, comme je le peux se transformer soit en rejet, soit tout simplement en indifférence. Comment
évaluez-vous l'évolution du rapport des Québécois à la France au fil des décennies? Ben, je crois que le regard s'est inversé. En effet, ce que vous disiez, les Québécois regardaient la France avec intérêt, avec envie, voulaient justement devenir un partenaire stratégique pour la France dans certains secteurs, et puis pour l'indépendance, c'est tout ce qu'on a raconté tantôt. Et là, maintenant, le regard s'est inversé, c'est-à-dire que les Français disent, ah mon Dieu, que c'est formidable, le Québec, en effet, il y a c'est 10 000 Français il y a 12 000 étudiants, je crois, m'a-t-on dit, donc français au Québec, alors qu'il y a quelques centaines d'étudiants québécois en France maintenant. Et alors que dans ma génération, quand on se disait on va aller étudier à l'étranger après nos études ici, c'était assez spontanément qu'on se tournait vers la France, surtout quand on était dans les humanités, mais la France est réputée pour ses mathématiciens et puis pour ses scientifiques aussi, là. Bon, alors, puis la médecine aussi en France avait une grande réputation. Bon. Alors moi, maintenant, aujourd'hui, quand je dis que le regard s'est inversé, quand on arrive en France, ils reconnaissent notre accent, bien évidemment, puis ils disent, le Québec, on l'aime le Québec. Bon, on voudrait immigrer au Québec. Oui, c'est souvent quelque chose qu'on se fait dire. Puis d'ailleurs, il y a tout un quartier ici, là, le Plateau, à Montréal, qui est la Nouvelle-France. Qui est la Nouvelle-France. Et l'inverse n'est plus vrai. C'est ça, quand je dis que le regard s'est inversé. Et même, ça devient motif de rejet dans certains cas. Dans le débat sur la laïcité... La France devient le contre-modèle. Oui, c'est ça. On intériorise la perspective anglo-saxonne sur la France. Oui, alors que moi, je suis au contraire très républicaine et incluant sur les questions de laïcité. Alors, oui, je crois que le regard s'est inversé et puis que c'est problématique parce que si les Québécois se détachent de la France, comme ils se détachent d'ailleurs de l'indépendance, comme ils se détachent, disons, du nationalisme québécois en général, là, je veux bien qu'on devienne une province comme les autres du Canada, mais je suis contente, je verrai pas ça de mon vivant totalement. Mais je me permets de vous relancer sur cette question-là, c'est-à-dire les Québécois, donc le regard a changé. Oui. C'était un regard d'admiration peut-être, un regard d'affection certainement. Il y a eu des moments de retrouvailles des familles, comme on disait. Oui. Il y avait cette idée que la France, c'était encore une partie de nous, d'une certaine manière. Il y avait Léger parlait récemment que la corde française, parmi les cordes sensibles des Québécois, la corde française a eu tendance à disparaître peu à peu. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, il demeure un intérêt pour la France, néanmoins, chez les Québécois, un intérêt privilégié, une relation particulière, et si elle s'est effacée, comment l'expliquez-vous? Moi, je vais dire que ça dépend. Les artistes, si ils créent en français, puis si, je sais pas, je pense à Xavier Dolan, bien sûr, il fait un film en anglais, là, puis ils font tout ça, puis bon, c'est correct. D'abord qu'ils laissent pas tomber leur création en français, là, bon. Mais Xavier Dolan, il refait un film en français, il a déjà annoncé. Donc, Denis Villeneuve, lui, il est parti depuis un petit moment, mais il dit qu'il va éventuellement revenir. Et ce que je veux dire, c'est que quand on veut avoir un marché conséquent, ici, on le sait, on est 8 millions, mais quoi, c'est 6 millions quelques de francophones. On peut pas, je veux dire, vivre de sa plume ou de son film ou de ses séries, etc. Alors, il faut, et ils le font, parce que moi, je vis comme vous, en France, une partie de l'année. Et puis, il y en a plein, les colonnes Maurice, là, puis il y en a plein, il y a des humoristes, il y a des chanteurs. On est rendu à la 4e génération de chanteurs et chanteuses. Et puis, Xavier Dolan, là, tu sais, Libération, qui s'imagine c'est le journal de la branchitude autoproclamée, là. Xavier Dolan, pour eux autres, c'est un génie, hein. Et, alors, il y a quand même, pour les artistes, assez spontanément, je crois, si on veut travailler en français, vivre en français, etc., puis avoir un marché conséquent, ils savent très bien que c'est là où il faut aller. Puis ensuite, bien sûr, la communauté française de Belgique, les Suisses francophones, ça fait quand même du monde, ça. Vous parlez du langage de l'intérêt ici pour eux. Vous avez dit sur la question du langage du cœur, de ce point de vue. D'après vous, est-ce que les Québécois voient toujours les Français comme, appelons ça,
on disait autrefois les cousins. Est-ce que la relation avec cette dimension familiale est encore vivante ou est-ce que la passion francophile des Québécois est devenue une passion spécialisée comme bien d'autres dans ce monde pluriel? Oui, c'est ça. Je pense que la passion, elle est moins présente. Mais je crois malgré tout qu'au fond du cœur des Québécois, il en reste quelque chose. C'est pas, j'ai pas lu ce que Jean-Marc Léger a fait là, c'est dans son livre là. Oui, sur les. Il disait que cette corde française. Il notait en faisant référence à Jacques Bouchard qui avait écrit sur les cordes sensibles des Québécois, que la corde sensible française était là. Évidemment, elle était très présente, mais c'est dans les années 70. Et aujourd'hui, c'est notre attachement à la France a eu tendance à diminuer. À la rigueur, ça touche surtout une génération, les générations plus âgées. Pour les plus jeunes, ils s'intéressent presque autant au Canada, ce qui est quand même étonnant comme point de vue. Aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, et la France n'a plus je dirais même pas le monopole, mais n'a plus vraiment de statut singulier dans les prédilections culturelles des Québécois, apparemment. Bon, alors oui, ça c'est vrai, parce que si on regarde le sort qui est fait au film français ici, alors que les Français, ils font... Puis c'est un des seuls pays où il y a encore, un cinéma national. Oui, un cinéma national que les Français vont voir. Il y a 33% à peu près, année après année, des parts de marché qui vont au cinéma français en France, alors qu'en Italie, ça doit être 3%. Au Canada anglais, c'est 1% à peu près. Puis même en Grande-Bretagne, c'est leur propre cinéma. Donc la France est très particulière à cet égard, mais ici, on n'aime pas ça. On n'aime pas trop la littérature française non plus. Bon, alors je pense que la France devient de plus en plus un pays comme les autres. Mais je le répète, sauf pour les artistes. Et pour moi, c'est l'essentiel. Oui, je vois très bien. Alors, vous évoquez la question des artistes. On a évoqué, on a redressé de la souveraineté à l'échec de la souveraineté, à la transformation du rapport des Québécois à la France. Il y a aussi, cela dit, on l'a vu ces derniers temps, certains moments où les intérêts de la France et du Québec ne se recoupent pas. Ouais. À notre plus grande surprise, quelquefois, à notre plus grand étonnement, je pense évidemment à cette affaire catalane qui se poursuit, aujourd'hui même. On dirait Puigdemont va être arrêté en Allemagne, et ainsi de suite, à la demande du gouvernement de Madrid. Il y a quelque chose qui était assez frappant dans ce cas-là, c'est-à-dire beaucoup de gens qui en France qui aiment beaucoup le Québec, puis sur le fond des choses, sont plutôt sympathiques à la question de l'indépendance, puis nous appuieraient pour eux l'indépendance est une aspiration légitime bien que différée, voient dans l'aspiration catalane une folie. Oui. Une folie sans aucune légitimité, un régionalisme extrême sans fondement. Et on se retrouve dans une situation particulière où les Québécois spontanément s'identifient à la Catalogne, pas nécessairement pour faire leur indépendance à leur place, mais à tout le moins on comprend ce qu'ils recherchent. Et de l'autre côté, donc on a cette idée qu'on veut pas s'aliéner l'appui français en disant oui, nous on est comme des Catalans, en ayant la peur que les Français disent si vous êtes comme des Catalans, on va en tirer des conséquences. Et de l'autre côté, donc sympathie pour les Catalans, mais sans vouloir brouiller l'appui avec la France. Est-ce qu'une situation comme celle-là nous place, nous Québécois, dans une situation intenable dans notre rapport avec la France? Et à tout le moins, et comment vous qui avez géré ces questions-là avec finesse pendant tant d'années, comment vous situez-vous, comment analysez-vous cette question? D'abord, il faut dire, et vous étiez en France, et moi aussi, c'était à l'automne. Oui. Bon, j'ai été littéralement scandalisée de voir ce qui se passait à la télé puis dans les journaux français. Non seulement Emmanuel Macron qui a réglé le cas des Catalans, je veux dire, en un communiqué invraisemblable, là, justement, qui disait ce que vous avez expliqué, mais c'était à la télé soir après soir. Moi, j'aime écouter Arte, j'aime écouter France 5, mais je vous ai vu un soir, vous étiez le seul à défendre quelque chose un peu différent. Ils avaient même pas d'invités dans toute leur table ronde pour discuter de ces questions-là, d'invités qui défendaient... la légitimité du point de vue catalan. Même pas le point de vue catalan, mais sa légitimité. Rien, soir après soir, jour après jour. J'étais franchement scandalisée, je vous le dis, là, ça m'a profondément choquée. C'était la première fois dans l'histoire de vos relations France-Québec où une situation comme celle-là se présentait? Oui. C'est là la première fois, et je le regrette infiniment. Mais moi, ceci étant, les Français feront ce qu'ils voudront, puis penseront ce qu'ils voudront. Mais en ce qui me concerne, ma conviction, c'est que les Catalans, comme les Québécois, ont le droit à l'autodétermination. La manière, c'est très différent des Écossais qui s'étaient entendus avec Londres sur la question. Et puis
si le Scottish National Party avait gagné, eh bien, Londres aurait reconnu à ce moment-là, puis là, le restant de l'Europe aurait bien dû aussi accepter cette victoire des indépendantistes écossais. Mais là, les Catalans, c'est incroyable, on les enferme, on dit la Constitution ne permet pas ça, pointe à la ligne, puis la réponse, elle est à la fois policière et puis judiciaire. Ben là, moi, non, j'appuie les Catalans. Et puis, je veux militer et je milite pour que la raison reprenne ses droits et que, en plein milieu de l'Europe d'aujourd'hui, on ne voit pas ce dont on est témoin jour après jour. Et les Français, là-dessus, quand je leur en parlais, je voyais bien qu'ils disaient non, on fait pas l'adéquation entre le Québec puis la Catalogne. Non, c'est deux cas. Ben, wow, tu sais, deux cas différents. Ce qui les choquait, c'est que les Catalans sont riches et puis c'est comme la Lombardie ou je sais pas quoi, c'est des riches qui veulent pas payer pour les pauvres. Ben, j'ai dit c'est pas l'essentiel de leur combat. C'est vrai qu'ils ont dit ça, t'as pas faim là, mais c'était pas l'essentiel, c'est que la Catalogne c'est une nation, c'est un peuple, c'est une langue, c'est une histoire. Et c'est une culture. Et puis là, je veux dire, quant à moi, ils ont ce droit inaliénable, comme le nôtre. Avec cette singularité toutefois, et moi c'est ce qui me frappe beaucoup quand on regarde ça, puis j'aimerais vous entendre sur la question, quand les Québécois se lancent en 95, c'est ce qu'on se disait tantôt, ils ont un appui à l'international. Ils ont pas simplement l'espoir que peut-être la communauté européenne puisse les soutenir. On sait que si jamais il y a du trouble ici, du grabuge, on sait que la France peut dire un instant, ce qui se passe là nous préoccupe, nous inquiète, ça ne va pas. Donc on a un allié réel, pas le fantasme d'une Union européenne qui pourrait peut-être nous aimer, mais un allié réel. Et les Catalans n'ont pas d'alliés dans les circonstances. Est-ce que ça marque pas une différence de fond, cela dit, sur le plan des possibilités politiques de l'un et de l'autre? Ils se sont jetés dans le vide alors que nous, on savait au moins que quelqu'un, quelque part, pouvait nous soutenir. C'est totalement vrai. C'est pour ça que j'ai parlé des Écossais. Parce qu'ils ont pris leurs précautions. Ils se sont même entendus sur la question, ce qu'on n'avait pas fait ici. Mais comme ils avaient participé ici, les fédéraux, à la campagne de 80, il y avait un précédent. Et puis, bon, alors on pouvait, nous, plus, bien sûr, l'appui de la France et probablement de certains pays de la francophonie. C'est vrai, ce que vous dites. Mais est-ce que ça signifie... Ils ne devaient pas pouvoir le croire, je veux dire, à quelque part, que personne en Europe, ni les Slovènes, je veux dire, qui eux-mêmes ont fait leur indépendance, bon, dans des conditions qui étaient pas simples, mais ils ont réussi parce que, justement, l'Allemagne, etc., j'imagine, moi, je connaissais bien Jordi Pujol, mais j'ai pas connu, justement, Arthur Mas, oui, mais je connais pas Puigdemont. Et qu'est-ce qu'ils ont eu en tête? Je ne sais pas, mais pouvaient-ils imaginer ce qui se passe actuellement? Il faut qu'ils s'en aillent en exil, enfin, c'est un bien mauvais exemple, là, que l'Espagne, mais en tout cas, je sais pas comment ça va se terminer, mais je peux pas croire que ça va... J'ai de la misère à croire que ça va bien se terminer. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais vous entendre sur une question qui est aussi centrale dans votre engagement. Vous avez évoqué la diversité culturelle, tantôt la diversité linguistique. Un des visages de cette diversité linguistique dans le monde, c'est la francophonie, évidemment. On a parlé tout récemment, il y a eu en France même, discours d'Emmanuel Macron sur la francophonie, discours un peu étrange, où d'un côté, il embrasse la francophonie, nous dit-il, mais de l'autre côté, il dit la grande chance des francophones, c'est de ne pas être que francophone, c'est de parler anglais aussi. On se retrouve avec la France qui elle-même se détache peut-être quelquefois aujourd'hui de la cause de la francophonie, ne doutant pas de son identité culturelle de son côté sur ce plan, et de l'autre côté se disant que la mondialisation joue en anglais, il faut accepter ces cartes-là pour être capable de bien y performer. Comment se présente selon vous la situation de la francophonie aujourd'hui? Quelle est sa mission? Et quelle place les Québécois peuvent-ils y jouer? Bon. Alors le discours de Macron, moi, le Monde m'a demandé une tribune. Alors c'est si rare. La dernière fois, c'était il y a 6 ans, quand nos jeunes étudiants défilaient et que personnellement je les appuyais, et m'avait demandé donc une tribune à ce moment-là. Là, je viens d'en refaire une 6 ans plus tard, et je dois quand même reconnaître que ce que j'ai aimé,
c'est le décentrement, si je peux dire, de la francophonie. C'est qu'il reconnaît, puis c'est une des premières fois que ça se fait en France, que la francophonie, ce n'est pas que la France. Alors, donc, là, on va arriver ensuite, là, en même temps, là, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, en même temps. Bon, mais dans un premier temps, il reconnaît ça quand même. Et ça veut dire qu'il y a une francophonie africaine, une francophonie maghrébine, une francophonie européenne, une francophonie asiatique, et puis une francophonie américaine, je la mets même au sens des Amériques. Moi, j'aime ça, cette idée-là. J'aime ça parce que la langue française, elle appartient à tous ceux qui la parlent. Et la France a quand même, bien sûr, un rôle particulier, puis il l'a bien dit. Ben oui, les alliances françaises, puis les lycées français, puis les instituts français, puis bon, il peut pas faire abstraction de ça, puis il l'a pas fait non plus. Donc, quand même, cette première idée, ça dépend ce qu'on en fait après. Et là, ça se gâte un peu quand il dit, en même temps, ben là, oui, le plurilinguisme, moi, je suis favorable au plurilinguisme, mais pas à la domination d'une langue sur toutes les autres, une seule langue qui serait l'anglais, qui exprimerait toutes les réalités, puis c'est la pensée unique, ça nous mène à la pensée unique. Bon. Et c'est là que c'est pas clair, son affaire. Et quand il a même dit devant Philippe Couillard que parler anglais, ça renforçait la francophonie, je me suis dit, voilà une autre de ses, à Emmanuel Macron, une autre de ses postures intellectuelles. Quand il a dit pendant la campagne présidentielle qu'il n'y avait pas de culture française, voyons donc, il sait bien qu'il y a une culture française, c'est ridicule. Il sait qu'il est ridicule quand il dit ça. Mais il le dit quand même parce que c'est une posture intellectuelle des mondialistes. De même, lorsqu'il va à l'université à Berlin faire un discours en anglais, alors un discours en allemand, ce serait merveilleux, un discours en français, c'est ça le plurilinguisme. Mais un discours en anglais, c'était... Alors que les Britanniques quittent l'Union européenne, il y avait quelque chose d'un peu loufoque. Il l'a quand même dit, ça. Il a dit au moment où le Brexit, quand même, du Brexit. Oui, bon, il a quand même dit ça. Mais, et c'est là comment on va gérer cette nouvelle attitude de la France par rapport à la francophonie qui peut être positive. Je vous le répète, moi, dans mon esprit, j'ai perçu ça de façon positive. De telle sorte que chacun puisse, en effet, prendre sa place en fonction de son vécu, comme on dirait aujourd'hui, et puis de nos intérêts. Bon. Maintenant, la francophonie comme institution, ben là, c'est un autre problème. C'est une question qui traduit bien mal le monde francophone, non? Oui, mais d'une part, et puis qui, aujourd'hui, ben, faut dire les choses comme elles sont, qui est mal gérée, qui est mal organisée, et que la secrétaire générale de la francophonie, qui est québécoise et canadienne, eh ben, je crois que elle ne fait pas ce qu'il faut faire, parce que la première responsabilité de la francophonie, c'est quand même le français que l'on a en partage, avec toutes les langues, bien sûr, qui sont parlées dans l'espace francophone. Je pense particulièrement à l'Afrique, et je comprends qu'au Maghreb, ils ont quand même, en Tunisie, et puis parce que l'Algérie est pas membre de la francophonie, puis au Maroc, l'arabe est quand même leur langue nationale, etc. Mais que le français existe. Et c'est dans ce sens-là que Macron disait ce qu'il a dit, mais qu'il a tort, parce que c'est pas la situation partout dans le monde, c'est pas la nôtre, en tout cas, on veut surtout pas que ça le soit. Alors, là, la francophonie, sa première responsabilité, et c'est le cœur du réacteur, c'est justement la défense de la langue française partout dans le monde, particulièrement sur la scène internationale, là où Emmanuel Macron a lâché le morceau et où il parle en anglais à Davos, à Berlin, en Inde et même à Paris. Il a organisé un sommet qui s'appelait le One Summit Planet, qui était même pas en traduction française. Dans un long discours de 28 minutes à Paris, il a le français était comme un liant là, mais tous les engagements étaient pris en anglais dans une espèce de franglais que le Canard enchaîné cette semaine dans sa première page, je veux dire, bon, il rigole de cette affaire, ridiculise le président de la France, et puis Libération qui a dit France is back.
parlant de la scène internationale, French is out. Libération qui écrit ça. Alors, ça passe pas inaperçu en France. Et là, la francophonie, elle est comme impuissante. Or, à Bucarest, dans un sommet de la francophonie il y a quelques années, il y a un vade-mecum qui a été adopté par l'ensemble des pays francophones, dont la France, bien évidemment, comme quoi on parle français sur la scène internationale. C'est une langue officielle et de travail aux Nations Unies. Ça l'est à l'Organisation internationale du travail. Ça l'est à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, que ce soit à Genève ou que ce soit à New York, et là, le président de la France, il fait ce qu'il fait, là. Alors, la francophonie, non seulement est mal gérée actuellement, puis là, les Québécois, ils se rendent compte, là, des dépenses et puis de la façon de vivre du couple royal là, qui est à la tête de la francophonie actuellement. Ça va leur faire détester la francophonie si c'est pas déjà fait. Alors que la francophonie, pour nous, eh bien, moi, je pense que parler français au Québec, ça nous isole en Amérique du Nord, mais sur le plan international, que ça nous ouvre tous les horizons, c'est la 3e langue qui est parlée dans le monde. Voilà ce que je pense de la francophonie. Il nous reste 2 minutes à peine. Une dernière question sur vos pronostics, en fait, sur la possibilité de renouer, en fait, retisser plus en profondeur le lien France-Québec. Est-ce que des souverainistes québécois aujourd'hui devraient se lancer à la conquête de la France à nouveau en disant on ne va pas très bien chez nous, mais sachez qu'un jour, ça revient. Est-ce qu'il faut reconquérir d'une manière ou de l'autre, pardonnez cette formule, rebâtir des liens serait peut-être plus adéquat avec la France en pas simplement en se dispersant sur tous les enjeux qui sont par ailleurs importants, mais en rappelant l'importance de notre question nationale. Oui, je pense que les indépendantistes québécois devraient faire ça et que il faudrait qu'il y en ait, je sais pas, il y a un certain nombre d'intellectuels qui le font. Je disais Marianne, là, bon, cette semaine, vous êtes un certain nombre d'intellectuels quand même à le faire, mais politiquement, en effet, et je ne comprends pas que les indépendantistes québécois, qui soient au bloc ou la moitié du bloc ou enfin bon, mais quand même il y a des indépendantistes à Ottawa qui ont, on va dire, des espaces pour faire ça et Gilles Duceppe et Francine Lalonde le faisaient très bien. Et la même chose, il me semble que c'est pas pour rien là qu'il y a un parti indépendantiste à Ottawa, en tout cas qui espérons qui survivra. Et à Québec, la même chose. Alors oui, c'est leur responsabilité. Et puis, je ne comprends pas que ça se fasse pas ou que ça se fasse si peu. Alors, Louise Baudouin, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à La Vie des idées. C'est un immense plaisir de vous avoir. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des idées. Merci encore.